Bonjour, nous sommes le dimanche soir, nous sommes presque à minuit, ce 2 novembre 2014, et je viens de revoir un film de François Truffaut à la Cinémathèque. D'ailleurs, on l'a joué également, je crois, à la télévision ce soir, à savoir Le Dernier Métro. Titre d'ailleurs assez étrange, puisqu'en fin de compte, on ne voit jamais le métro dans ce film. Enfin, ça évoque quelque chose. Mais il y a une fausse note dans ce film dont je vais parler, dont j'ai parlé d'ailleurs avec un critique de cinéma allemand qui s'appelle Klaus. Je lui ai dit, et comment se fait-il que, à un moment donné, l'action se passe dans une sorte de cabaret où il y a énormément d'officiers allemands, et que la seule chanson qu'on y entende soit Bei mir bist du schön, une chanson typiquement yiddish. Alors, je lui ai demandé, mais alors, comment expliquez-vous cette anomalie? Alors il me dit, il ne connaît pas très très bien la société française apparemment, il me dit qu'en Allemagne, ce chant est devenu tout à fait banal. Bon, je veux bien le croire. En tout cas, en France, il ne l'est pas. Et nous avons affaire quand même avec un cinéaste français, même s'il est d'origine juive probablement, en l'occurrence François Truffaut. Et mettre cette chanson dans ce film en pleine occupation à Paris, devant des Allemands, et Dieu sait si le film donne la parole à des propos anti-juifs, notamment d'un certain critique de Je vois tout, qui est joué par Jean-François Richard. On se demande vraiment si on rêve. Alors, est-ce que Frusso a été mal renseigné? Est-ce que c'est une sorte de clin d'œil qui consiste à faire jouer une pièce typiquement juive, allemande, dans ce contexte? Moi, j'ai du mal à comprendre. Si quelqu'un peut m'expliquer cette anomalie, je serais content. Où est l'erreur? Où est l'intention? On ne sait pas. En tout cas, ce que j'aimerais savoir, si ça a déjà été signalé avant moi, cette bizarrerie, cette étrangeté, qui consiste à mettre une des chansons les plus célèbres du folklore juif, même si effectivement elle s'est banalisée et qu'elle est passée également en Amérique, dans différents contextes. Comment cette chanson typique du folklore juif, avec une musicalité, un rythme qui est typiquement celui de la musique klezmer, comment peut-on imaginer une chanteuse dans un cabaret avec des officiers allemands qui la regardent chanter cette chanson juive? Bon, alors, mon ami me disait que de toute façon, c'est peine perdue et que de toute façon, il est quasiment impossible de dissocier le judaïsme de la culture allemande, tant ils sont intriqués en quelque sorte. Il est vrai aussi que le problème s'est également posé pour la langue française. Hitler voulait défranciser l'allemand, comme il voulait déjudaïser l'Allemagne. Et en ce sens-là, quelque part, étrangement, les deux phénomènes se rejoignent. La défrancisation de l'allemand a certainement été vécue à un moment donné comme fondamentale, comme cruciale, comme prioritaire. On peut comprendre d'ailleurs cela, on peut comprendre que le sentiment d'une domination, d'une invasion étrangère puisse être marquant.
Et c'est vrai que la langue allemande est marquée par des centaines de mots français, moins peut-être qu'en anglais, mais tout de même c'est assez massif, pour toutes sortes de raisons que j'ai étudiées par ailleurs. Il y a peut-être là une souffrance que le français n'a pas eu à subir. Parce que ce que signale au nom du franglais les gens comme on y étienne, c'est la gnognotte. C'est rien du tout à côté de ce qui se passe en sens inverse. On pourrait aussi parler, si on voulait élever le débat, de l'approche de l'attitude des femmes par rapport aux hommes, qui elles aussi voudraient évacuer d'une certaine manière ce qu'elles doivent aux hommes, nier l'apport masculin. Mais là encore, c'est complètement peine perdue. On a donc là plusieurs causes perdues d'avance, de démasculinisation de la culture, de défrancisation des langues germaniques, de déjudaïsation du Judenrein allemand. Tout ça, c'est très intéressant, cette démarche de purification, ou disons en tout cas de volonté de s'autonomiser, de s'indépendantiser par rapport à des marqueurs puissants. Mais ça me paraît bien difficile en réalité, bien délicat à envisager. Par exemple, en sens inverse, les mots d'origine étrangère en français sont à 80% des mots d'origine française qui ont pris un sens particulier dans d'autres langues. En fin de compte, la langue française, les mots français, la vie des mots français échappe effectivement à la France, et que des significations, des acceptions nouvelles sont proposées pour ces mots. Pourquoi pas? En ce sens-là, on peut dire que les Anglais font partie de facto de la francophonie. Ils participent à la vie du français comme le québécois ou comme tel et tel pays africain, ou comme les Belges ou comme les Suisses. Et un dictionnaire de la francophonie devrait inclure, bien évidemment, les significations des Anglais, des Allemands, des Russes, associées aux mots français, avec parfois, effectivement, des retours. Le français, à son tour, va intégrer ces nouvelles significations dans son propre champ. Un mot comme réaliser, par exemple, est considéré généralement comme un mot certes français, mais dont la signification en tant que prendre conscience d'eux nous vient des Anglais. Vaste débat. Moi, je pense que sur ce sujet, qui est pilote par rapport à toutes ces autres questions, sur ce sujet, je dirais que il faut serrer les problèmes. Il y a le problème des mots, qui sont d'origine française, et des signifiants, si on veut, pour parler comme Saussure, et puis il y a le problème des interprétations, des acceptions, qui est plutôt l'ordre du signifié, pour parler également comme Saussure. Moi, je préfère, pour des raisons d'économie linguistique, je préfère m'en tenir aux mots, sans entrer dans la discussion de savoir les significations qu'on leur attribue. Le français fournit des mots, on peut même considérer ça comme une matière brute, il vend ces mots, et les gens en font ce qu'ils veulent. Mais il les vend, et il doit les vendre, et il doit les faire payer. C'est ça la nouvelle économie linguistique, qui permettra à la France et à la francophonie. Je crois que la notion de francophonie est une notion très intelligente, car
elle met en avant la dimension linguistique et elle met aussi en avant une sorte de légitimité d'une structure francophone à se faire payer des royalties, des redevances pour l'ensemble des mots français utilisés au sein d'autres langues. On ne parle pas ici du nombre de gens qui apprennent le français. Ça, c'est clair et net, quoi. Et ce n'était pas très important relativement. Mais en revanche, quand des mots français sont utilisés dans d'autres langues, à mon avis, cela justifie totalement une redevance qui peut s'élever à des milliards d'euros, bien évidemment, par an. Le français, c'est l'or gris de la France. D'autant plus, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que le français est une création collective. C'est pas le pétrole, c'est pas quelque chose qui s'est fait avant même que l'humanité n'apparaisse. Si les Arabes ont le droit de vendre leur pétrole qu'ils n'ont absolument pas produit par leur propre génie, je ne sais pas pourquoi les Français n'auraient pas le droit de vendre leur langue, les mots de leur langue, de les louer en tout cas, sinon de les vendre. Alors que ça sort directement de leur génie propre. Il y a là une aberration, je pense, qui ne saurait durer indéfiniment. Je crois que l'économie va évoluer dans ce sens. Donc, pour revenir à Truffaut, je lance un appel. Est-ce que on a signalé à Truffaut, d'ailleurs, puisqu'il n'est pas mort au lendemain du dernier métro, loin de là, est-ce qu'on a signalé à Truffaut cette bizarrerie? Est-ce qu'il s'en est expliqué? Est-ce qu'il s'en est justifié? Ou est-ce que je suis le premier à avoir été choqué par cet usage, qui me paraît totalement incongru?